Merci à Opium Philosophie de m'avoir invité et merci à tous ceux présents. Vous m'entendez bien? Là, vous m'entendez mieux? Ok. Philosopher en temps de guerre, l'importance de la démarche philosophique pour combattre l'obscurantisme. Donc, pour commencer, il faut définir l'acte de philosopher, que je définis comme une démarche de pensée qui prend du recul sur ce qui semble évident, examine les méthodes et les principes et doute de ses propres certitudes pour mieux les comprendre ou les réformer. Donc je prends ici une approche plutôt analytique. Afin d'illustrer le rôle de la philosophie en temps de guerre, il faut tout d'abord noter que la philosophie n'est pas par nature démocratique. La philosophie est la poursuite d'un raisonnement fondé sur des prémices que l'on prend comme acquises. Or, il est donc possible de tenter de justifier la guerre ou la violence intrinsèque selon la philosophie. Pensons par exemple aux fascistes du XXe siècle, qui faisaient souvent appel à l'argument par nature pour justifier l'eugénisme. Mais j'utilise ici le terme « tenter » puisque dans un grand nombre de ces instances, l'argument est mal fondé. Quand on déchiffre et quand on anatomise réellement l'argument, on se rend souvent compte des failles logiques qu'il contient. Que ce soit qu'on a trop vite déduit une conclusion fausse, ou que, par exemple, l'argument est basé sur de fausses observations. Et c'est justement cette analyse et ce décryptage-là qui passe par une éducation philosophique. Je vais exposer mon argument en défense du grand intérêt pour la philosophie en temps de guerre et de l'importance de philosopher en temps de guerre. Cette réflexion, elle montrera d'abord que la philosophie n'a pas que son propre intérêt, donc celui de philosopher, et que, même si c'est le cas, c'est dans l'intérêt de la philosophie d'être présente en temps de guerre. Lorsque l'on parle de justice, on se base sur des réflexions qui sont de nature philosophique par rapport à nos observations empiriques. Prenons l'exemple de la réflexion la plus fondamentale et utilisée dans ce domaine, la souffrance est mauvaise. C'est la prémisse non énoncée et intuitive qui forme la base de la plupart de nos théories politiques. Mais elle est non seulement le fruit d'une observation et d'une réflexion aujourd'hui, mais une norme prescrite et essentielle dans la plupart de nos sociétés. Quand il y a une guerre, cette norme est inévitablement remise en cause. Lorsque cette norme est remise en cause, une bonne partie, voire tout le raisonnement derrière celle-ci, est par conséquent aussi remise en cause, soit est manqué de respect. Cela veut donc dire que même des conclusions philosophiques déjà établies peuvent tout de même être révisées et le sont constamment. C'est là que la pratique de la philosophie devrait être encouragée, puisque cette remise en cause peut se passer par des petits changements progressifs, de manière subtile, pour justement ne pas trop attirer l'attention. Il faut donc essayer de repérer et de remettre en question des changements qui apparaissent superficiels, mais que l'histoire nous a montrés peuvent vite dégénérer. Je pense ici par exemple à l'exclusion des écoles de livres qui dénoncent des régimes opprimants, mais aussi par exemple en Afghanistan où il y a à peu près 200 cursus qui ont été modifiés puisqu'ils ne s'alignaient pas avec l'interprétation du taliban de la charia. Derrière un changement de stratégie politique, il y a systématiquement une réconfiguration des priorités publiques. Ces priorités ont en fait été le résultat d'une pensée philosophique elle-même. Donc, une guerre, elle n'est pas seulement une attaque physique, mais une attaque à un système de pensée. Aujourd'hui, on a déjà vu les mêmes schémas historiques se répéter. Donc, on a une meilleure idée de comment les prévenir. Il y a des directives et des conseils pour cela. Je pense par exemple au tableau de l'ONU pour repérer les premiers signes d'un génocide. Au fur et à mesure que les observations philosophiques, mais surtout humaines, sur la souffrance par la guerre sont établies, on a de moins en moins d'excuses pour justifier la violence. Pensons par exemple au progrès fait dans la littérature sur l'éthique, qui aujourd'hui s'est véritablement étendu jusqu'à comprendre l'environnement et les animaux, puisqu'on estime passer au-delà du stade de devoir expliquer que faire souffrir un autre être humain est mauvais. Donc on voit un réel progrès dans les différents combats éthiques. La philosophie a donc contribué à l'analyse et à la promotion de la paix. Cependant, pour faire cela, elle doit continuer à se préserver. Je dis bien se préserver, puisque le raisonnement philosophique a toujours été quelque chose de menacé.
En effet, le pouvoir et l'importance de cette discipline sont palpables juste à la peur et au mépris qu'on a de philosopher. La philosophie, en tant qu'activité qui cherche à toujours remettre en question les dogmes, est souvent l'une des premières choses à être éliminée lors du contrôle par la guerre. Même si aujourd'hui, l'élimination de philosophes ou de pensées philosophiques est moins courante, on perçoit un mépris de l'institution de la philosophie et de la recherche philosophique par d'autres formes, par exemple un manque de fonds pour les programmes. Je dirais même que pour certaines personnes et organisations mal intentionnées, que l'acte de philosopher et donc d'être en partie sceptique de certains dogmes engendre une grande peur et devient absolument craint. Et ceci mène à une aliénation de cette discipline. Cette aliénation est dangereuse et frustrante puisqu'elle mène en fait à la décrédibilisation des personnes qui exercent la philosophie et qui ont consacré leur vie à l'étude de la chose qu'on examine, en l'occurrence la guerre. Un outil de la guerre est de juger le décryptage de certains systèmes de pensée comme trop craintifs ou purement théoriques, comme si les philosophes résidaient dans un monde complètement à part et n'avaient pas accès aux mêmes ressources historiques devant les yeux de tout le monde. Un exemple courant de cette tactique a été par exemple les docteurs lors de la pandémie, qui dans les médias, surtout américains, n'ont pas vraiment été respectés parce que ce qu'ils avaient trouvé dans leurs recherches ne s'alignait pas et ne correspondait pas avec la vision des choses que certains bords politiques voulaient illustrer. Un des devoirs de la philosophie est donc de rester dans la vérité et de résister à ces formes d'oppression de la pensée philosophique. Il est donc essentiel de protéger le travail universitaire dans les pays où des persécutions ont lieu, notamment aujourd'hui en Palestine ou à Gaza où toutes les universités ont été détruites, et en Afghanistan où les femmes sont bannies de l'université. Comme le disait Patočka, philosophe tchèque du XXe siècle, la vie dans la vérité, donc la vie de philosophe, est une vie politique. Et, comme je l'ai déjà formulé, la guerre n'est pas simplement une attaque politique sur des personnes, mais une attaque sur des systèmes de pensée entiers. La vérité factuelle est constamment manipulée et tuée en temps de guerre. Il faut donc exercer l'acte de philosopher afin de la préserver. Pour contextualiser, je vais d'abord répondre aux arguments de ceux qui, face à la conclusion que je viens de faire, ne sont peut-être pas d'accord et estiment que la philosophie n'a pas le même rôle que je dis et peut-être ne devrait pas avoir un pouvoir d'action sur la politique et la guerre. Face à cette réflexion, je répondrai que les conclusions que l'on a établies sur l'éthique ou la justice ou même la vie en communauté, elles n'existent pas juste pour exister. La raison pour laquelle on pose ces questions en premier lieu est que l'on perçoit quelque chose d'injuste et souvent illogique qu'on voudrait changer. Si on est dans une position à pouvoir influencer le monde positivement, pourquoi du moins ne pas tenter et jouer sa part ? Ici, il est important aussi de relativiser. Je ne dis pas qu'il faut arrêter tout pour simplement se consacrer à la vie politique en ne perdant pas de temps. Bien au contraire, il faut utiliser sa connaissance de la méthode philosophique, mais aussi de l'histoire de la philosophie et de la politique pour bien contribuer au discours public et ne pas refaire les mêmes erreurs. L'histoire nous montre à quel point on a besoin de la philosophie, et même les philosophes les plus accomplis dans leur domaine se sont dévoués à l'activisme politique. Ici, je pense par exemple à Bertrand Russell, un des fondateurs de la philosophie analytique, qui était et est toujours un des philosophes les plus importants dans le domaine de la philosophie des maths et de la logique, mais qui s'est progressivement dévoué à l'activisme contre la bombe atomique, puisqu'il s'apercevait d'un grand nombre de problèmes moraux immédiats et incontournables, et que on ne pouvait pas faire la philosophie des maths si tout le monde était extinct. Donc même si certains estiment que la philosophie des sciences, par exemple, n'a pas pour obligation de se mêler avec la philosophie politique qui mène à l'activisme, la philosophie a toujours existé pour améliorer notre compréhension des choses. Cela est donc dommage que dans des moments de conflit, on entende parfois la fameuse phrase « arrête de philosopher », comme si la philosophie compliquait les choses au lieu de les expliquer. Il existe une vision répandue de la philosophie, réservée uniquement aux académiciens et chercheurs, et considérée comme inaccessible à cause de la complexité de la littérature de celle-ci. Un des devoirs de la philosophie, surtout en temps de guerre, est donc de bien montrer qu'elle est une activité publique. Il est important de rendre les textes philosophiques sur la guerre plus digestibles, surtout par exemple pour les victimes d'une guerre qui manquent de beaucoup de ressources.
La philosophie est pour tout le monde, puisque tout le monde peut la pratiquer, et cette pratique bénéficie de son usage universel. La philosophie brille lorsqu'elle évalue les guerres et les injustices que les personnes rencontrent au quotidien, mais aussi lorsque le plus grand nombre de personnes possible philosophent sur un plus grand nombre de problèmes. Donc, il faut faire en sorte de rendre cette discipline plus abordable. Je dis surtout cela parce que j'estime que la philosophie doit aux victimes de guerre une justice épistémique. Je définis ici justice épistémique par l'accès à la vérité d'une situation au lieu de sa forme manipulée qui est souvent utilisée en temps de guerre. Cette justice épistémique que la philosophie peut offrir est d'autant plus bénéfique pour elle puisqu'elle permet à la discipline d'atteindre une forme d'objectivité. La vérité, elle est atteinte par de vrais témoignages et des réflexions empiriques sur la guerre qu'une théorie ne pourrait pas atteindre tout seul. Les récits les plus compréhensifs de la guerre viennent des témoins et des victimes eux-mêmes. L'impact direct de la philosophie sur la guerre est significatif. On le voit dans les cas de Rousseau et la Révolution française et de Marx et la Révolution russe. Cependant, son impact indirect est moins analysé. C'est en encourageant sa pratique sous différentes formes qu'on promeut sa diffusion dans la sphère publique. Philosopher est un outil qui devrait être plus accessible afin de combattre l'injustice épistémique, mais aussi l'injustice herméneutique, qui est une forme de celle-ci dans le domaine symbolique. Donc, injustice herméneutique étant lorsqu'une personne ne peut pas donner sens à son vécu ou à ses expériences sociales à cause d'un manque de ressources interprétatives, comme certains concepts ou tout simplement le langage. Ces deux injustices que la philosophie aide à combattre sont deux conséquences principales et dévastatrices de la guerre et se rangent parmi les principales raisons de la continuité de la guerre. En effet, elle fait en sorte que les victimes ne comprennent pas leur réelle situation injuste, manquent de pouvoir et en plus ne peuvent pas la communiquer. Ceci fait que même ceux qui ont du pouvoir et qui voudraient aider ne peuvent pas aider de la manière dont il faut, ce qui banalise toute la situation. Cette tendance de parfois abandonner l'activité de philosopher sur la guerre, elle est d'autant plus accrue aujourd'hui avec cette banalisation, puisqu'elle n'a jamais été autant documentée. La surinformation en partenariat avec la croissance de slogans courts et culpabilisants visant à l'action mène parfois les personnes en retrait puisqu'ils sont face à face avec les logiques irraisonnables et injustifiables de la guerre. Il y a un grand danger lorsque, épris d'émotions et d'incompréhension, au lieu de blâmer les coupables de la guerre, les personnes trouvent un problème à la philosophie puisqu'en fait, ils ne comprennent pas comment une telle atrocité est possible. Ceci est à cause du fait qu'on est face à face avec ce que Žižek, philosophe slovénien du XXIe siècle, appelle la violence subjective, donc commise par des agents moraux identifiables, et que l'on ne l'analyse pas dans le contexte de la violence objective, donc tout ce qui est symbolique, systémique et structurel. Il explique que l'intensité de la violence que l'on perçoit, donc la plupart du temps de la violence subjective, nous empêche de la comprendre dans son contexte, donc de repenser aux structures qui font en sorte qu'elle continue. Je vais finir en détaillant un peu sur la théorie de Žižek, qu'il expose dans son essai « The Tyrant's Bloody Robe ». Je trouve que c'est une analyse pertinente de notre approche contemporaine à la guerre. Donc, comme il avait dit, il y a la violence subjective, donc impliquant directement le sujet, qui est observé dans le contexte d'une situation quotidienne normale, appelée niveau zéro, donc par exemple la criminalité. Et il détaille deux formes de violence objective. Celle symbolique, donc liée au langage, racisme, discours de haine, schéma de domination sociale inhérent au langage courant, et celle systémique, qui sont le résultat des systèmes politiques et économiques dominants, tels que par exemple il souligne les différentes formes de capitalisme. La violence ne se limite pas aux formes physiques, comme dans les guerres, les émeutes ou les interventions policières. Elle se cache aussi dans toutes les contraintes auxquelles nous sommes confrontés en vivant dans une société civilisée. L'idéologie de l'humanisme libéral et sa vision de l'humanité comme rationnelle, fondée sur la raison et des discussions polies, et aussi anodines,
masque la véritable violence et la guerre que produisent nos systèmes néolibéraux. Un développement conceptuel impartial de la typologie et de la violence doit par définition ignorer son impact traumatique. Pourtant, d'une certaine manière, une analyse froide de la violence reproduit et participe à son horreur. Donc Zizek fait une proposition, distinguer vérité et véracité. Paradoxalement, la véracité peut précisément résider dans l'incohérence et le manque de fiabilité qui est la conséquence d'un événement traumatique. Il évoque par exemple le témoignage d'une agression. Mais cela s'applique également au contenu. Et là, il évoque le témoignage d'un survivant de la Shoah, par exemple, où il y a vraiment une incapacité à fournir un récit clair à cause du traumatisme. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'instrumentalisation de slogans culpabilisants, ce que Zizek évoque aussi, en prenant l'exemple de la phrase « Le temps que vous lisez ce paragraphe, 10 enfants mourront de faim ». Et donc, il perçoit une sorte d'hypocrisie dans ces slogans, parce que souvent, en fait, ces slogans ils sont utilisés pour caractériser des situations qui sont très très loin de nous géographiquement. On ne donne pas des noms à ces victimes, c'est seulement des statistiques et des chiffres, alors que si ce serait quelqu'un, là il prend l'analyse de la perspective occidentale, mais si ce serait quelqu'un de, par exemple, européen, il y aura un nom, il y aurait toute une histoire, etc. Donc là, il perçoit une réelle injustice. Et il dit que malgré le fait que ça peut être des slogans efficaces qui visent à éveiller les consciences sur des situations dont on n'entendrait même pas, par exemple, il y a un côté parfois un peu hypocrite, surtout quand ces phrases sont véhiculées par des personnes indirectement complices. Et donc, il explique qu'en fait, non seulement on fait référence tout le temps à ces situations, mais les personnes en situation de pouvoir et qui véhiculent cette violence objective y réfèrent constamment. Donc on voit ça dans le cadre des célébrités, par exemple. Et donc, voilà, j'aimerais bien conclure en disant que c'est important d'analyser la violence subjective dans le contexte de la violence objective et de toujours garder votre esprit philosophique, puisque c'est votre seule arme immatérielle contre l'injustice. Merci.